Bonsoir et bienvenue à vous en direct. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande aux petits soins pour les patrons. En recevant quelques 300 chefs d'entreprise à l'Elysée, le chef de l'État a vanté le désir d'entreprendre. Il faut faire tomber les barrières pour faciliter la création d'activités, a-t-il insisté. Revue des mesures annoncées, décryptage notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Cinglante réponse des conservateurs allemands aux critiques du PS français à l'égard de la politique d'Angela Merkel. Le parti de la CDU accuse l'exécutif français de détourner l'attention afin d'occulter les problèmes et de ne pas mener les réformes structurelles. Nous serons en direct depuis Berlin tout à l'heure. Et puis on a appris en début de soirée la mort d'un soldat français au Mali. C'est le 6e militaire tué sur le terrain malien depuis le début de l'opération Serval. Il faisait partie du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne. Et quelques heures auparavant, le livre blanc de la défense était remis au président. Il fixe l'ambition stratégique de la France et la trajectoire financière du budget des armées. Analyse dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Comment donner l'envie d'entreprendre? C'est cette question qui était au centre du discours de François Hollande devant quelques 300 chefs d'entreprise réunis à l'Elysée pour la clôture des assises de l'entrepreneuriat. Face au chômage grandissant, le président veut stimuler la création d'activités. Cela passe par une relation de confiance qu'il veut rétablir avec les patrons. Les détails avec Aurélien Romano. Opération Reconquête pour François Hollande, 6 mois après la fronde des pigeons. Ces chefs d'entreprise avaient fait reculer le gouvernement sur la question de la taxation des reventes d'entreprises. Le chef de l'État remet les choses à plat. Je veux revenir donc sur le malentendu qui a pu un moment, je ne sais pourquoi, se glisser entre nous à l'automne, faute d'une écriture ou d'une lecture suffisamment imaginative ou claire. En clair donc, vendre une entreprise sera considéré comme un revenu soumis à l'impôt, si cette cession intervient 2 ans après sa création. Après cette date anniversaire, un abattement de 50% est créé. Il passe à 65% au bout de 8 ans. En cas de départ en retraite, 500 000 € seront même totalement exonérés d'impôt. Le président de la République a aussi annoncé d'autres mesures qui ont toutes le même but, montrer que l'État s'est réconcilié avec l'entrepreneuriat. Ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'activité et qui créent donc l'emploi. Parmi les mesures annoncées, le droit à l'oubli pour les patrons n'ayant eu qu'une seule faillite dans leur vie. Le fichier de la Banque de France contenant leur nom est supprimé. Ils pourront donc accéder plus facilement aux prêts. Par ailleurs, la Banque publique d'investissement aidera les PME s'installant dans les quartiers défavorisés. Et pour achever de convaincre de son amour de l'entreprise, François Hollande a promis des cours sur les entreprises avec des interventions des patrons, et ce, dès le collège. Après les attaques du Parti socialiste contre la politique d'Angela Merkel, Berlin semblait jouer l'apaisement. Le porte-parole de la chancelière avait assuré que le PS français n'était pas le gouvernement français. Mais la tension est vite montée d'un cran avec la réplique cinglante aujourd'hui du Parti conservateur d'Angela Merkel. La CDU s'attaque directement à l'exécutif français. On voit tout cela avec Tam Tranui. Face aux critiques des socialistes français sur la politique d'austérité allemande, le parti conservateur d'Angela Merkel ne mâche pas ses mots. L'un de ses responsables juge les attaques contre la chancelière inappropriées et inhabituelles, avant d'ajouter: Elle montre avant tout le désespoir dans lequel se trouvent les socialistes français. Ils ne trouvent aucune réponse convaincante aux problèmes financiers et économiques de leur pays. L'incident diplomatique n'est pas loin, même si le porte-parole d'Angela Merkel rappelle encore aujourd'hui le caractère essentiel de la relation franco-allemande. En France, ce week-end n'a pas suffi pour faire taire la polémique. Ces dernières heures, les poids lourds du gouvernement se sont relayés pour tenter de calmer le jeu. Le débat, oui, il y a des questions qu'il faut poser, qu'il faut trancher avec l'Allemagne. 2, le pugilat, non. Et c'est ce à quoi vous faites allusion. Il est absolument anormal de mettre en cause tel ou tel dirigeant. Quant à Jean-Marc Ayrault, il a multiplié les déclarations d'amitié à l'Allemagne et appelle à une coopération sans invective ni opposition.
La droite, de son côté, s'engouffre dans la brèche. Dans un communiqué commun, Jean-François Copé et François Fillon dénoncent la responsabilité personnelle de François Hollande dans la dégradation consternante de la relation franco-allemande. Enfin, cet après-midi, Jean-Louis Borloo, le président de l'UDI, a dénoncé des dérives germanophobes dans 2 lettres ouvertes à François Hollande et Angela Merkel. Et nous sommes en direct depuis Berlin avec la journaliste Hélène Kohl. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Le Parti conservateur allemand, on vient de le voir, s'en prend directement au gouvernement français après les critiques à l'encontre de la politique d'Angela Merkel. Est-ce qu'il le fait avec l'accord, l'aval de la chancelière aujourd'hui ? Alors, il faut rappeler qu'Angela Merkel est chancelière de l'Allemagne et aussi, évidemment, présidente de la CDU, le parti dont fait partie Andreas Schockenhoff, qui a donc lancé ses attaques en règle contre les représentants, les responsables socialistes français. Il faut savoir que M. Schockenhoff est le vice-président du groupe parlementaire de la CDU au Bundestag, mais il est aussi le président du groupe parlementaire franco-allemand. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement bien placé pour prendre position sur ce sujet. C'est un proche de la chancelière, il la conseille souvent sur les relations franco-allemandes. Donc officiellement, c'est la CDU qui a réagi, pas le gouvernement d'Angela Merkel, mais quand on connaît M. Schockenhoff, qui est plutôt un homme policé, diplomate, adepte, voire souvent même de la langue de bois, on peut se demander s'il n'est pas là en service commandé de la part, évidemment, de la chancelière, même si officiellement, la ligne du gouvernement allemand et donc la ligne de Berlin reste très diplomate. On cherche à ne pas jeter d'huile sur le feu en insistant bien sur l'importance de la relation franco-allemande. Le ministre des Affaires étrangères parle, lui, ce soir, d'un débat idéologique, ce serait donc entre la gauche et la droite, et pas d'un débat, d'une confrontation entre la France et l'Allemagne. Justement, Hélène, est-ce qu'en Allemagne, il y a un débat sur la rigueur? Est-ce que le SPD est tiraillé comme d'autres coalitions de centre-gauche en Europe sur ce sujet, sur l'austérité? Alors pas vraiment, tout simplement parce que 3 Allemands sur 4 estiment tout simplement que la rigueur budgétaire est le seul moyen pour sortir de la crise. Donc ce n'est pas un moyen pour marquer des points dans cette campagne électorale qui s'ouvre, puisqu'on a des élections législatives au mois de septembre ici. Les partis ne peuvent pas vraiment faire la différence les uns avec les autres sur cette question précise. Cela dit, intéressant de constater qu'il y a quand même un débat qui pointe sur la question du salaire minimum, parce que voilà, on a depuis 10 ans ici une spare politique, une politique d'économie tout azimut, qui ne rime d'ailleurs pas forcément dans l'esprit des Allemands avec l'austérité, puisqu'on n'a pas ici de stagnation du PIB quand on contrôle les déficits publics. Et donc, cette discussion autour du salaire minimum, elle divise clairement la classe politique allemande, avec Angela Merkel qui dit non à un salaire minimum, parce qu'elle estime que c'est l'une des causes du chômage, et le parti SPD qui, d'une manière unanime, se positionne en faveur d'un salaire minimum sur le thème de nous avons fait des économies, nous avons redressé nos finances publiques, il est temps maintenant de relancer peut-être davantage par la consommation, en tout cas de penser aux Allemands qui ont fait beaucoup de sacrifices. Cela dit, d'une manière très claire, il faut rappeler, le SPD et notamment le candidat qui va être face à Angela Merkel, Per Steinbrück, c'est le parti de l'austérité, c'est le parti qui a mis en place ces réformes sous Gerhard Schröder et qui les a soutenues pendant la Grande Coalition. Merci beaucoup Hélène Kohl pour toutes ces précisions. Vous étiez donc en direct depuis Berlin. Merci à vous. Et en notre compagnie ce soir sur le plateau du 22h, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonsoir François. Sonia. Alors après une première réponse policée et diplomatiquement correcte de son porte-parole à la chancelière, le Parti conservateur réplique sèchement aujourd'hui en accusant la France de vouloir détourner l'attention pour ne pas mener les réformes structurelles. On l'a entendu avec notre correspondante, cette sortie de la CDU traduit le fond de la pensée de la chancelière François Dorcival. Ce qui voudrait dire aussi que la chancelière pense que ce que dit le Parti socialiste français traduit la pensée du président de la République. Et c'est là toute la complexité de ce débat franco-allemand où on ne sait pas qui, en France, s'exprime réellement au nom du président de la République. Est-ce que ce sont les ministres? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale et le Parti socialiste? Il y a ici confusion. De l'autre côté du Rhin, eh bien, la chancelière fait répondre clairement. C'est à la France de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle dit.
Et c'est en effet, je crois, le sujet. Parce que toute la question est de savoir si le Parti socialiste exprime l'opinion d'un courant, si le président de l'Assemblée nationale exprime l'opinion d'un autre courant ou du même. Et ce que nous disent Valls, Sapin, Fabius et Jean-Marc Ayrault en condamnant les propos en question. Jean-Louis Roubaud, les attaques sont directes envers Angela Merkel. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui en Europe? Est-ce que c'est une caricature de l'austérité alors que chez elle, elle caracole dans les sondages? Je pense que d'abord, ça représente, ce qui se passe actuellement montre le monument d'incompréhension qui peut exister sur la politique allemande et sur les problèmes qui sont posés à l'Allemagne. On dépeint Madame Merkel, on dépeint l'Allemagne comme une espèce de commandeur de l'austérité qui s'imposerait à l'ensemble de l'Europe. Et on ne voit pas les problèmes que les Allemands ont à résoudre. Parce qu'effectivement, comme ils réussissent mieux que nous, c'est incontestable, équilibre budgétaire, excédent commercial, chômage bien plus faible que chez nous, on ne voit pas que derrière ces bons chiffres, ces belles performances, ils ont des problèmes très sérieux qui les poussent à aller vers plus de rigueur. Quel est le problème ? Quand la France importe des marchandises allemandes, elle en importe beaucoup plus qu'elle ne vend à l'Allemagne. Ça veut dire que les entreprises françaises sous-compétitives ont des créances vis-à-vis des exportateurs allemands. Ces mêmes exportateurs allemands ont des créances vis-à-vis de leurs banques, et c'est la Bundesbank qui va porter ces créances. Et ceci est vrai pour les 26 pays d'Europe centrale. Et ceci se chiffre par centaines de milliards d'euros. Autrement dit, les Allemands disent: écoutez, mettez de l'ordre dans vos finances, non pas pour vos finances, seulement pour vos finances à vous. C'est que quelque part, si vous êtes dans une crise financière, cela se répercutera sur nous. Donc, la politique de rigueur que l'Allemagne demande à l'Europe, c'est lié à sa position de créancière de l'Europe, et je pense que cela... Vous m'avez souvent dit que c'était le carnet de chèques de l'Europe. C'est le carnet de chèques de l'Europe, mais le problème, c'est que ce carnet de chèques, c'est sur des pays qui ont des problèmes de solvabilité, et donc l'Allemagne est en droit de dire: écoutez, moi je porte toutes ces créances liées à vos déficits, mettez de l'ordre à l'intérieur. François Dorcel, l'opinion publique allemande est fortement étonnée et déconcertée de découvrir qu'Angela Merkel, lors de ses visites dans certains États membres, on l'a vu notamment en Grèce, est désormais accueillie par des foules de contestataires brandissant des affiches où l'on peut voir la chancelière affublée d'une moustache à la Hitler ou encore bardée d'un signe SS. Bon, ça peut être des mouvements extrêmes, mais les images sont choquantes pour l'opinion publique allemande. Vous avez tout à fait raison, et ça traduit en réalité la montée très forte en ce moment de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Et au fond, l'Europe, quand on parle d'Europe aujourd'hui, tout le monde se dirige non plus vers Bruxelles, mais essentiellement vers Berlin et la chancelière allemande, en lui disant: vous faites trop dans l'austérité, vous faites trop dans la rigueur, vous devriez distribuer plus d'argent, etc. Tout ce que Jean-Louis Roubaud vient d'expliquer à l'instant. Et donc, effectivement, quand elle va en Grèce ou ailleurs, eh bien, elle est accueillie par une opinion publique qui est aujourd'hui très rétive à l'égard des institutions. Est-ce que l'Allemagne n'est pas isolée? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'encerclement du pays par ses voisins du Sud? Encore aujourd'hui, l'Italie d'Enrico Letta appelle d'urgence à une politique de relance. L'Espagne gagne 2 ans pour ramener son déficit à 3%. Qui encore suit et écoute l'Allemagne? Oui, et c'est là que les Français sont attendus, parce que manifestement, il y a chez François Hollande une tentation qui consiste à vouloir jouer les pays du Sud dans une confrontation. Une tentation, parce que pour le moment, cette affaire de vision avec les pays du Sud n'a abouti à rien du tout, parce que nous, on nous qualifie de pays du club méditerranéen, en quelque sorte, c'est-à-dire de la vacance, des RTT, des congés, etc., au lieu de travailler. Chose que Mme Merkel a dite aussi un jour. Et donc, nous devrions commencer par regarder chez nous ce qu'est notre réalité avant de vouloir donner des leçons à côté. Jean-Louis, vraiment, c'est la politique de l'autruche que l'on pratique chez nous? Alors justement, je crois que M. Hollande, lui, joue le temps. Et Mme Merkel dit: il faudrait que vous appuyiez un peu plus sur le champignon. C'est un petit peu ça. Et donc, il y a quand même chez Mme Merkel, l'idée, ce que disait tout à l'heure François en disant: oui, est-ce que derrière ce que disent une partie du Parti socialiste, il n'y a pas la voix ou la pensée
de François Hollande. Mais je pense que c'est une injustice qui est posée à François Hollande, car toutes ces dernières années, je ne parle même pas du temps où il était au pouvoir, on ne l'a jamais entendu, contrairement à beaucoup de ses amis, et je ne remonte pas au référendum sur le traité constitutionnel, oui. Évidemment, il a mené une bagarre de chien pour le faire adopter par son propre parti, mais on l'a alors que beaucoup, je pense à M. Cambadélis, à Harlem Désir, je pense à d'autres encore, qui avaient Barthelone, qui a eu des remarques très dures. Et pourquoi aussi, non seulement que c'était contre l'Allemagne, mais c'était aussi pour frapper Sarkozy. C'est-à-dire que derrière Merkel, il voulait frapper Sarkozy. Donc c'est instaurer l'habitude dans le Parti socialiste, beaucoup, de taper sur l'Allemagne pour taper sur Sarkozy, et aujourd'hui il ne reste plus que on notera Madame en Merkel. tous les cas que cette différence de vue entre les partis socialistes français et allemands a permis à un autre parti d'afficher une unité retrouvée, puisque François Fillon et Jean-François Copé parlent d'une même voix pour dénoncer, je cite, la dégradation continue et consternante de la relation franco-allemande. Oui, mais ça, d'abord, effectivement, qu'ils disent que c'est consternant de voir l'expression totalement chaotique de la part des autorités de la majorité française à ce sujet, puisque vous avez les divisions dont on a parlé tout à l'heure. Que la droite leur dise, écoutez les gars, rentrez un peu dans le rang, c'est une leçon désagréable à entendre. Merci messieurs, restez avec nous. Dans un instant, nous allons évoquer avec notre invité le budget de la défense et plus particulièrement le livre blanc dont les orientations ont été dévoilées aujourd'hui. Mais d'abord, on a appris tout à l'heure la mort d'un soldat français au Mali. C'est le 6e militaire tué sur le terrain malien depuis le début de l'opération Serval. Il faisait partie du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne. Une mauvaise nouvelle qui est intervenue quelques heures après la remise au président de la République du livre blanc de la défense. Il fixe l'ambition stratégique de la France et la trajectoire financière du budget des armées. L'armée, toujours, vous allez le voir, sous le poids des contraintes budgétaires, François Hollande, tout en se montrant rassurant sur le maintien du budget de la défense, va réduire encore les effectifs. Nicolas Sarkozy avait commencé en son temps. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Après 9 mois de concertation et avec 4 mois de retard, le livre blanc de la défense a enfin été remis à François Hollande. Il faut dire que les enjeux sont de taille puisqu'il définit la politique de défense pour les 12 prochaines années. Alors que le ministère des Finances souhaitait des économies importantes, le budget de l'armée est sanctuarisé. Il restera fixe à 31,4 milliards d'euros par an. Cela n'empêchera pas la poursuite de la politique de réduction des effectifs en vigueur depuis 2008. 10 000 suppressions d'ici à 2015, héritées des années Sarkozy, et 24 000 suppressions supplémentaires d'ici à 2019, soit près de 10% des effectifs. Une gestion rigoureuse assumée par le ministre de la Défense. C'est un livre blanc de sérieux et d'ambition. De sérieux parce que je dis la vérité et d'ambition parce qu'on définit un modèle d'armée capable de répondre aux risques du futur. Pour se préparer à ces risques, l'armée s'appuiera sur ce qui existe comme la dissuasion nucléaire, mais développera également le renseignement, notamment avec l'achat de drones indispensables à cette mission. La cyberdéfense pour se prémunir d'attaques informatiques d'envergure sera également une priorité. La France restera capable d'intervenir seule comme elle l'a fait au Mali, même si les forces d'intervention extérieures seront sensiblement réduites. Mais si ce livre blanc donne les grandes orientations pour les 12 prochaines années, c'est bien les parlementaires qui auront le dernier mot en votant à l'automne la loi de programmation militaire. Et nous a rejoint sur le plateau du 22h Michel Goyard. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur d'études à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes également écrivain et vous avez été officier de l'armée de terre. D'abord, ce 6e soldat français tué au Mali. Cette mauvaise nouvelle nous rappelle, bien que l'ennemi est toujours là, que la traque des djihadistes se poursuit, parce que peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Oui, effectivement, ce soldat qui fait partie des forces spéciales a été tué dans le Nord par l'explosion d'une mine. Alors peut-être que cette mine était là depuis longtemps aussi, c'est difficile à en juger. Mais toujours est-il que oui, bien sûr, l'ennemi est toujours là dans le Nord, Al-Qaïda est toujours sans doute présent, au moins résiduel, même si on lui a porté des coups très sévères. Sur la boucle du Niger, où se sont regroupés le reste des forces françaises, la situation est encore loin d'être pacifiée. Le Mudjahou, l'autre organisation djihadiste, est encore très présente. La guerre n'est pas finie. C'est un homme des forces spéciales qui a été tué aujourd'hui. Ce sont ceux qui vont chercher un à un les terroristes, les djihadistes, comme l'a dit François Hollande. Il faut les déloger, les dénicher un à un. Oui, ce sont eux qui ont pris à leur compte la surveillance de la DRAR des Iforas, la traque des djihadistes dans cette région. Il a été tué à la frontière de l'Algérie.
François Darcel, on avait beaucoup parlé, évidemment, depuis le déclenchement de cette opération, le déroulement des actions, des opérations. Petit à petit, on en parle moins dans les médias. Et malheureusement, cette mort nous rappelle brutalement que nos soldats sont sur le terrain et que le danger est imminent toujours. Mais oui, parce qu'il y a eu une phase extrêmement rapide de la part des armées françaises pour atteindre leur objectif et ensuite nettoyer les refuges terroristes. Mais maintenant, c'est la partie la plus délicate parce que non seulement il faut aller les chercher un à un, mais dans un théâtre qui est extraordinairement hostile du point de vue du terrain, de la température, des distances, de la logistique, etc. Et tout ça est effectivement très très dur pour nos soldats. Alors cette mauvaise nouvelle est intervenue le même jour que la remise de ce livre blanc de la défense. Tel que présenté aujourd'hui, Michel Goya, on pourra toujours effectuer ce genre d'opération Serval avec ce livre blanc. C'est pas ça qui est remis en cause, c'est d'autres types peut-être d'actions. Non, enfin, l'opération Serval, on peut la rééditer encore sans problème, encore longtemps. C'est une opération qui a été remarquablement bien menée, au point de vue logistique, au point de vue de la réactivité, mais c'est quand même une opération où on a engagé environ 5000 hommes face à plusieurs centaines de combattants légèrement armés. Avec une rapidité, une célérité. Tout à fait, assez incroyable. Actuellement, aucune armée au monde, aucune nation au monde n'a ni la volonté ni les moyens de faire ce que nous avons fait au Mali. Bon. Et ça, nous sommes encore capables de le rééditer encore longtemps. Mais ça reste quand même une opération d'une ampleur relativement limitée, malgré tout. Justement, est-ce que cette intervention au Mali, dont beaucoup à gauche comme à droite soulignent l'efficacité, est-ce qu'elle a pesé sur les conclusions de ce livre blanc, bien qu'il ne retient pas, comme on l'avait dit il y a quelques mois, des hypothèses ou des scénarios noirs et très sombres pour l'armée? Oui, ça a joué, ça a montré qu'effectivement, d'abord la France pouvait encore s'engager de manière unilatérale, seule, elle était capable de mener une opération d'envergure toute seule, avec ses moyens, qu'elle était encore capable de s'engager au sol, et que la décision s'effectue toujours au sol, d'accepter le combat rapproché, c'était une surprise, et peu d'armées au monde auraient été capables d'aller traquer AQMI dans la vallée de la Mététaille par 40 degrés, 40 kilos sur le dos. Donc ça a joué certainement, incontestablement. Ça a limité l'hypothèse noire que vous évoquiez tout à l'heure. Que certains ont beaucoup évoqué, et les militaires notamment. Est-ce qu'on peut dire que les militaires, justement, les gradés, ont été entendus? Il y a quelques jours, il y a eu, vous l'avez sans doute vu, c'est sur l'avertissement du chef d'état-major de l'armée de terre, c'est le général Rakt Madou, qui a dit ceci: nos dirigeants ne pourront pas se passer de l'engagement de troupes au sol en quantité et dans la durée. Ça veut dire attention, attention. Il a été écouté. Oui, c'est-à-dire que on aurait pu imaginer, après l'engagement en Afghanistan, qui a été difficile, qui est passé pour certains pour une forme d'enlisement, qui a été long, qu'on évite de s'engager, que l'on fasse comme en Libye, qu'on agit de manière beaucoup plus indirecte. Donc il y a eu plusieurs projets. Les airs, oui. Voilà, l'action à distance, les forces spéciales, etc. Bon, en réalité, rien de décisif ne peut se faire sans qu'on aille au sol, quoi. Donc vous lui donnez raison, le général Rakt Madou, en tant qu'officier. En tant qu'officier de l'armée de terre. Vous ne pouvez pas dire autrement. Il faut ajouter un simple point, c'est la grande tradition de vouloir prolonger le dernier conflit. Alors comme ce livre blanc a été rédigé par des experts, des spécialistes, des militaires, après le conflit en Libye, on reproduit le conflit en Libye. Mais on vient de voir, on est en plein dans l'opération du Mali, et l'opération du Mali ne ressemble pas du tout à ce qui s'est fait en Libye. Et donc, il faut avoir des moyens suffisamment diversifiés pour pouvoir y répondre. Alors, politiquement, le livre blanc de la Défense est toujours un moment délicat pour le ministre, justement, de la Défense, quel qu'il soit. Est-ce que, selon vous, on retiendra que Jean-Yves Le Drian, depuis qu'il est arrivé à l'hôtel de Brienne, a défendu son budget, ses armées, ses hommes et ses femmes dans l'armée ? Oui, je le crois, oui. C'est un oui mitigé, oui. Non, effectivement, on est passé, je pense, assez près d'une catastrophe. Mais qu'est-ce qui a pesé alors, Michel Goya? Qu'est-ce qui a pesé pour qu'on réchappe, pour que l'armée réchappe? Le réalisme, j'espère, un petit peu de sens de la nation. Je pense qu'effectivement, certains projets qui évoquaient une réduction du budget de 10%, 10% ça paraît relativement peu. En réalité, on est dans une situation de seuil qui fait que, à ce stade-là, autant ne pas avoir d'armée du tout, on aurait économisé, pour le coup, plus d'argent. Parce que là, avec un tel niveau, on aurait été très certainement incapable de mener des opérations de grande envergure. Il faut rappeler quelques chiffres quand même. En 10 ans, l'armée de terre
aura perdu 20% de ses effectifs en France. Donc il y a eu quand même un effort considérable. En 30 ans, la part du budget de la défense en France relativement au PIB a baissé de moitié. On est à 1,5% du PIB. Donc les efforts ont donc été considérables. Le problème, si vous faites un sondage, je ne sais pas si ce sondage existe en France, vous dites, est-ce qu'il faut diminuer le budget de la sécurité sociale, le budget militaire? Je vous donne mon billet, comme on dit vulgairement. Vous allez me le dire combien, Jean-Louis? La masse, évidemment, répondra largement majoritaire. Donc, en fait, les militaires, ils n'ont pour se défendre que le lobbying militaire, quelque part, pour défendre leur position. Ils ont relativement peu d'écoute à l'intérieur de l'opinion publique. Mais apparemment, ils ont été écoutés cette fois-ci. Voilà. Oui, mais tout de même, le président de la République est le chef des armées. Donc, quand le 28 mars, il dit « j'arrête le débat », qui a eu lieu sur les crédits militaires, et en 2014 on aura les mêmes crédits à l'euro près qu'en 2013, il s'engage en tant que chef des armées. Et il l'a fait, et sans doute aussi que Jean-Yves Le Drian et que l'amiral Édouard Guillot ont pesé pour que ce livre blanc soit celui-ci cette année. Merci beaucoup Michel Goya d'avoir été notre invité. Merci François Dorcival, merci Jean-Louis Gombault. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. 5 des 6 syndicats de PSA ont donné leur feu vert aujourd'hui au plan social de l'entreprise pour mieux accompagner les salariés. Aujourd'hui, ce que les salariés ils veulent, c'est assurer leur avenir, assurer celui de leur famille. Ils ont besoin d'avoir de la visibilité, ils ont besoin de pouvoir partir maintenant tranquillement, puisque c'est une volonté des salariés d'Aulnay. Aujourd'hui, ils nous disent quand est-ce que vous signez le PSE, qu'on s'en aille. Fermeture de l'usine d'Aulnay, réduction d'effectifs à Rennes. Au total, PSA prévoit 8000 suppressions de postes d'ici 2014. Le constructeur automobile espère ainsi ajuster ses capacités de production au marché européen en berne. C'est une promesse de François Hollande, fermer Fessenheim d'ici 2016. Aujourd'hui pourtant, EDF obtient le droit d'exploiter le second réacteur de la centrale, 10 ans de plus. L'autorité de sûreté nucléaire a donné son accord, sous réserve de travaux de rénovation comme pour le réacteur numéro 1. Le débat à venir sur la transition énergétique risque donc d'être houleux. Enrico Letta veut relancer la croissance de son pays et moraliser la vie politique. Et dans 18 mois, s'il n'obtient pas de résultat, il a promis de quitter son poste. Devant les députés italiens, le nouveau président du Conseil a présenté aujourd'hui un programme ambitieux. L'Italie se meurt par la faute de la seule austérité. Les politiques en faveur de la relance ne peuvent plus attendre. Une relance qui ne doit pas se faire sans l'Europe. En pleine crise de légitimité, selon lui, il s'est déclaré favorable à une Europe fédérale. L'argent transité via des valises, des sacs à dos ou même des sacs en plastique. Selon le New York Times, pendant plus de 10 ans, la CIA aurait secrètement versé des millions de dollars en liquide à Hamid Karzai. Des révélations confirmées par le président afghan lui-même. Mais selon lui, les montants n'étaient pas très importants. L'argent était surtout destiné à aider les blessés et les malades ou encore à louer des maisons. Heureusement que François Hollande n'en demande pas trop à l'armée parce que selon Plan Tu du Monde, avec les restrictions de budget, pas sûr qu'elle puisse assurer la défense de la France. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Votre soirée se poursuit sur Public Sénat avec à présent un film documentaire, La banque qui veut prêter plus. Et oui, ça existe et c'est tout de suite. 12 soirées à vous. À demain, avec plaisir. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ouais, pas compliqué. Retirer mon argent de ma banque, ça j'étais partante. Mais je me demandais bien ce que j'allais en faire.
Et s'il existait un endroit où on me dirait où va mon argent et à quoi il sert? On m'a parlé d'une petite coopérative bancaire dans la banlieue de Lyon, la seule à s'engager à garantir une complète transparence dans la circulation de l'argent. Elle s'était joliment nommée Nouvelle Économie Fraternelle. De la fraternité dans l'économie, ça alors, j'ai eu envie d'aller voir de plus près. Je me suis retrouvée un beau matin de mai à Villeurbanne, devant un immeuble au drôle de look 70. J'ai d'abord cru que je m'étais trompée d'adresse. Mais non, c'était bien là. La Nef, bonjour. Je leur ai dit que je n'y connaissais pas grand-chose en finance, mais que j'avais envie de comprendre ce qu'ils pourraient faire de mes petites économies. Ils m'ont répondu de ne pas m'inquiéter, que la banque c'est très simple en fait. On nous fait croire que c'est compliqué pour qu'on s'en mêle pas trop. D'un côté, on octroie des prêts, donc on fait des financements, à condition que les projets qu'on finance soient dans l'environnement, dans le social ou dans le culturel. On publie chaque année tous les projets que nous finançons, comme ça on valide bien principe de transparence, où va l'argent, qu'est-ce qui a été financé. De l'autre côté, pour pouvoir prêter de l'argent, il faut qu'on ait des ressources, et les ressources, ce sont nos épargnants. On nous confie de l'argent sur les dépôts qui mettent à disposition des ressources qu'on peut prêter. Donc ce qui est votre cas. Alors ça veut dire que nous, on ne va pas mettre ça sur des supports boursiers, effectivement. On n'est pas du tout dans cette démarche, effectivement. D'une façon générale, il n'y a pas de démarche de spéculation. Non, en fait, voilà, vous avez une rémunération, par exemple, vous me parliez de 5 ans. Aujourd'hui, si vous nous confiez une somme d'argent sur 5 ans, on vous la rémunère 2,10% annuellement. Si vous vous engagez aujourd'hui sur 10 ans, le taux d'intérêt qu'on propose, c'est 3,25. Avec des taux comme ça, pas mirobolants, je me demandais comment ils avaient réussi à attirer 10% d'épargnants en plus chaque année. Il fallait bien d'autres motivations. Ok. Et à tête l'exécutif, je verse par chèque versé tiré sur ma banque. Voilà, là, il faut que je décide du montant que je mets. Il faudra que je fasse les chèques, il ne faut pas que je parte comme ça. Non, je ne laisserai pas partir. Ok. On dit... parce qu'après... je vais mettre 300 €. D'accord. Voilà. Je travaillais au CIC pendant plus de 6 ans. D'accord. Voilà. Savoir à qui on confie son argent, moi aussi ça m'intéressait. Alors j'ai demandé à Virginie qu'elle me raconte un peu sa vie d'avant. En fait, au tout début de ma vie professionnelle, c'était absolument pas la banque. La banque, ça a été un hasard alimentaire. J'aimais bien le contact avec la clientèle. J'aimais bien les aspects techniques. J'aimais bien monter des dossiers de crédit, ce genre de choses. Mais à la fin, on me demandait de vendre des téléphones portables. On me demandait de vendre des systèmes pas de vidéosurveillance, de surveillance à distance des domiciles, parce qu'on vendait aussi de l'assurance habitation. On me demandait de vendre même des voitures en leasing, tu vois. Enfin, ce genre de choses. Et c'était de plus en plus éloigné du métier de banquier. Et quand j'avais des clients qui venaient pour demander un découvert, on me disait, propose-lui une prévoyance. Mais bon, je veux un découvert. Oui, mais propose-lui quand même une prévoyance. Donc c'était des choses avec lesquelles j'étais pas bien. Ça me heurtait trop profondément. Et le fait d'avoir des parts de capital, est-ce que du coup on devient vous devenez sociétaire de la coopérative? Tout à fait. Et du coup, ça nous donne aussi la possibilité de donner un avis ou de participer aux décisions. Oui, tout à fait. En fait, en devenant sociétaire, donc on est en coopérative. Donc sur le principe, une personne égale une voix. C'est ça. Donc c'est pas comme dans une société classique où vous êtes actionnaire et puis vous pesez le nombre de voix que vous avez en capital. Là, c'est quelles que soient les parts que vous détenez, c'est une voix. Bonsoir à tous. Je crois que là, c'est déjà fait pour tout le monde. Je me suis retrouvée à Manosque avec quelques-uns des 27 000 sociétaires qui avaient envie d'entendre parler de leur banque un vendredi soir après le boulot. On était dans une usine de biscuits bio qu'ils avaient contribué à financer. On est là pour aujourd'hui avoir la présentation de ce qui s'est fait dans la coopérative tout au long de l'année, où on en est, vers où on va, et pour pouvoir poser les questions qui nous titillent un petit peu.
Il y avait même le patron de l'usine. On s'est dit, tiens, on avait envie de créer une entreprise. Et comme vous voyez, je l'avais à mes cheveux là, qui sont un peu blancs, je suis plus tout jeune, je me suis dit, c'est le moment de le faire, parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas. Donc à un moment, on a plongé. Il ne me manquait plus qu'une chose qui est très secondaire, finalement, c'est le fric. Mais qui est indispensable. Pour vous donner un exemple, je me rappelle qu'en 2006, ma femme se payait au SMIC et je ne me payais pas. Donc vous voyez, et on est allé voir les banquiers, alors Crédit Agricole, machin, écoutez, alors il vous faut votre caution personnelle, celle de vos grands-parents, celle de vos parents, de vos frères et sœurs, et puis vous allez nous laisser en dépôt un machin, etc. Bon, je dis attendez, c'est pas la peine, on ne va pas discuter comme ça. J'ai sollicité la NEF et j'ai eu cette chance de tomber donc sur une institution qui a d'abord essayé de savoir qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire. Bon, vous avez dû sentir que j'avais envie de le faire, mon truc. Bon, et finalement, je me rappelle, parce que ça m'a même un peu dit, tiens, c'est pas une banque comme les autres, c'est qu'à la limite, à la fin, mais bon, vous m'enverrez les budgets quand même que je les regarde. Parce que les budgets, je pouvais vous mettre n'importe quoi. Après, ça a été très facile, parce que j'étais voir vos collègues, les gros, là. Je dis oui, écoutez, moi j'ai déjà un banquier qui me finance. Hein. Ah bon? Ah bah, on veut y aller aussi. Hein. Ah bon, et oui, à partir de ce moment-là. On a bu un verre à la santé de l'entreprise qui était plutôt bonne. Ce serait peut-être une goutte d'eau dans l'océan du marasme économique, mais si mon argent aussi pouvait servir à financer des projets viables, dans l'économie réelle, je voulais un peu voir comment. Alors je me suis installée dans le bureau des chargés de crédit. Qu'est-ce qu'il y connaît en vin? Il a fait une formation de caviste œnologue. Ah bah quand même. Il y a 20 places assises en terrasse. Ouais, mais du coup, c'est restauration du midi. Et après, par contre, qui sait combien de bouteilles, tu vois, tu dois vendre pour amortir un prêt de 300 000 euros. Mais je sais pas, en plus, c'est où? C'est vraiment à côté des entreprises Là, c'est un truc qui crée de... Ouais, mais est-ce que tu vois, c'est accessible? Est-ce que les mecs de ST, ils vont aller manger là-bas à midi, quoi? Est-ce que c'est genre à 5 minutes? Ouais, non, ça, faut que j'aille voir, je sais pas, parce que j'ai regardé sur le plan, mais... Le gars, il est tout seul avec son entreprise là. Il fabrique des pizzas et des friands. Genre, il fabrique. Alors pas de moquerie, hein. Il fait quand même 1 200 000 euros de chiffre d'affaires tout seul avec ses pizzas et ses friands. Il est coté H3, donc. Ça va, respect. Respect. Il doit en envoyer de la pizza. Hein. Il doit en envoyer de la pizza et du friand, le gars. Mais en même temps, il doit pas avoir 10 millions de fabricants de friands bio, quoi. Et en même temps, il doit pas avoir 10 millions de charges parce qu'il est tout seul. Ah ouais. Attends, il envoie autant de pizzas tout seul. Il doit y avoir une valeur ajoutée sur la pizza bio, mon ami. Je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un façonnier derrière cette... Alors, juste, moi j'avais une question, c'est tout. En fait, je vous raconterai après, parce que je vais y aller bientôt. Le gars, il a l'air un peu bourru, tu vois, genre, il ne nous connaissait pas, il veut bien que je vienne le voir, il était plutôt content, tout ça. Genre, je vous envoie un mail pour confirmer, mais je préférerais un fax, hein, genre, il n'a pas de mail. Est-ce que vous croyez que je lui envoie de la doc avant mon rendez-vous, ça va le faire flipper? Ou je l'emmène juste le jour du rendez-vous? Moi, je l'emmène, ouais. Ah, merci. Je lui envoie mon fax. Quand Victor est parti rencontrer un architecte reconverti dans l'apiculture, je l'ai suivi. On a pris le vélo, on a pris le train, on a pris le temps. Où est-ce que je peux vous faire voir ça? Là, peut-être là. Ça, c'est des tests que j'ai fait parce que j'en ai jamais eu des arrêts. Et puis cette année, c'est une ruche en fait qui est vitrée. D'accord. Et où on va pouvoir regarder ce qui se passe dans la ruche sans déranger les abeilles. Comment vous en êtes arrivé là? Enfin, quel est votre parcours et pourquoi le miel? C'est grave, c'est grave, docteur. Alors, donc moi je fais des études, enfin je suis originaire d'ici, là, de la Savoie, puis je fais des études d'architecture.
Je deviens architecte. Et puis, crise de la quarantaine, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Oui. Allô, François Dosto, qu'est-ce qui se passe? Crise de la quarantaine, j'ai décidé de changer de voie. J'en ai eu un peu marre de la guerre économique, en fait. Dans l'architecture, on vous commande de plus en plus de l'architecture, en fait, du produit financier qui coûte 10 et qu'il faut qu'on revende 13, 15, 20. Et les abeilles, c'est quelque chose que j'avais mis en place quelques années avant que j'arrête l'architecture. Et de temps en temps, on se prend une journée pour aller voir ces abeilles, et le lendemain, on replonge dans la guerre économique. Et alors ça, c'est insupportable. Donc, l'idée, c'est tout le temps, en valeur intrinsèque du bâtiment, aujourd'hui c'est une miellerie, demain c'est un gîte, après-demain c'est une maison individuelle. Enfin, je veux dire, c'est notre discussion au téléphone. C'est pas un hangar en tôle qui, si demain il n'y a plus d'abeilles, demain je fais la retraite, qu'est-ce que je fais de ce truc? Et il n'y a plus personne qui fait de l'apiculture. Bon. Alors, c'est un espace ici qui est miellerie, stockage du miel. On est à un taux compris entre 4, 5 et 5. Et donc, moi, ce que je proposais, c'était sur le prêt à 15 ans, faire 4-6, et sur le prêt à 7 ans, faire 4-7. Victor a expliqué que leur taux ne bougeait pas beaucoup, puisqu'ils sont simplement formés à partir de la rémunération moyenne de l'épargnant, à laquelle on ajoute les frais de fonctionnement de la coopérative. Quand les autres banques baissent leurs taux, ils ne sont pas très compétitifs. Quand elles les remontent, ils le redeviennent. Et là, c'était le cas. Si on fait les 176 000 à 4,6 sur 180 mois... Ah oui, sur 180 mois, donc je vais faire plutôt... en même temps, ce que ça... Dans son analyse du risque, Victor avait pris le temps de la rencontre. Mais changer de vie à 40 ans, construire une miellerie, je me demandais si c'était bien sérieux tout ça, si c'était viable. Il a besoin d'un déblocage des fonds pour la partie équipement pour fin août de maintenant, pour avoir sa subvention de 6 100 €. Très bien. Et quelle est la garantie proposée qui, du coup, ferait qu'on peut décaisser dans 1 mois? Bon, je peux lui demander si ses parents seraient prêts à se porter caution, ce que tu veux, mais bon, c'est des retraités. Mais je suis embêté aussi. Hein. Enfin, le truc, c'est que si tu as raison sur le côté, s'il faut que ce soit décaissé dans 1 mois, c'est quasiment qu'il faudrait pas prendre de garantie, quoi. Mais en même temps, pour quelqu'un qu'on connaît pas et avec qui on n'a jamais bossé, ça me paraît pas tellement envisageable, quoi. Et on va pas lui faire vendre ses biens si jamais ça marchait pas, son truc. J'ai même eu le droit d'entrer au back-office, dans le sein des saints où on décide d'accorder les prêts. J'ai découvert Étienne, un des 3 membres du directoire, le gardien des comptes et de l'équilibre. Bonjour. Le Moulin des Remparts. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, Monsieur Lassiaz, qui est à Tours en Savoie, a été chef d'entreprise, il était architecte pendant une vingtaine d'années. Il a bien gagné sa vie pendant cette période-là. À ses 40 ans, il décide de changer de vie, on va dire, et laisse de côté son entreprise d'architecture. Il solde tout, il dépose le bilan de la structure et se consacre aux abeilles. Il devait avoir, je sais pas, 50 ruches et puis il passe à 217, donc il a multiplié le nombre d'abeilles. Il a réussi à avoir 4 lieux de production. Ben, c'est 3 parcelles en fait, 3 anciennes parcelles. Là, il y a le chemin communal. Là, il y a la montagne, et là, il y a la rivière, et juste derrière, là où il y a Cécile, il y a l'autoroute. C'est coupé au cordon comme ça. Ah oui, il y a une autoroute. Donc les abeilles respirent les gaz d'échappement? Ben oui, mais c'est la Savoie. Mais c'est des échappements de Savoie, donc.
Il a déjà une production importante. 43 000 euros, ce qu'il a fait en 2010, c'est pas mal. Oui, hein. sachant qu'il n'avait pas la gelée royale et qu'il n'avait pas les essaims. Ouais. Donc, il achète 100 euros l'essaim. Les seins, ils sont vendus, oui, 100 euros. C'est ça, hein. Voilà. C'est une centaine d'essaims qu'il achète. Oui. Ils ont compté les essaims, le nombre de pots de miel, le prix au kilo, évalué le marché du miel dans les stations de ski et fait des calculs savants que j'avais du mal à suivre. Et bon, donc ça m'amène discrètement vers les garanties. Discrètement, Étienne. Discrètement, hein. Moi, personnellement, en mettant monsieur et madame co-emprunteurs... C'est pas un très gros prêt. C'est pas un très gros prêt, c'est pas très long, mais une activité qui il a un tourne, patrimoine un peu important. Ouais. Bon, pas d'autres objections. On va essayer de faire ça comme ça. Donc, nous avons un prêt numéro 3970. Mon travail me permet d'une part de rencontrer des gens très intéressants et certains formidables, qui ont une envie d'entreprendre autrement, qui ont une vision de la société et de la nourriture et d'autres choses qui correspond à la mienne, mais qui est aussi plus large au niveau réflexion sur l'homme et sur l'économie. C'est-à-dire on est dans l'action, on change les choses, on est le levier économique. Et c'est par là que ça va passer, et pas par des beaux discours que l'on peut entendre par-ci par-là. Et moi, je trouve que c'est du concret qui est intéressant. Victor m'a fait une proposition. Si je voulais comprendre un peu la culture de l'entreprise, le mieux serait de venir à la réunion des salariés avec le directoire. Avec une collecte d'épargne de près de 300 millions d'euros, en hausse de 25%, les 50 salariés venus de toute la France avaient de quoi se réjouir. Mais ce n'était pas si simple. Non, parce qu'il n'a pas répondu sur la justification. Il me semble qu'il y avait une autre... de pourquoi est-ce qu'on a fait ce placement. Non, c'est vrai que sur les salons, souvent, on m'a questionné sur justement la transparence et que j'ai toujours donné comme réponse que le fait qu'on fasse des placements, on les faisait au crédit coopératif parce qu'on partageait historiquement des mêmes valeurs. Et pour la première fois à la nef, on plaçait environ 25 millions d'euros à la caisse d'épargne. Et je voulais savoir comment d'abord ça a été perçu par les sociétaires et ensuite vous, de quelle façon en fait aujourd'hui vous vous êtes positionné pour en quelque sorte justifier et expliquer qu'il y a toujours une transparence et que c'est pas investi sur de l'armement, enfin dans de l'armement dans ce genre d'entreprise. Moi j'ai fait des réponses assez catégoriques dans les actes. J'ai remarqué qu'à ce moment il a répondu différemment, il dira comment il a répondu. Mais j'ai dit, nous ne savons pas où va cet argent, pas plus à la caisse d'épargne qu'au crédit coopératif, alors arrêtons l'hypocrisie. Voilà. On ne sait que ce qu'on prête et c'est tout. Le reste, on n'en sait rien. Le reste, ça va nourrir le système financier mondial qui est pourri, pervers et délinquant. Je me suis un peu lâché peut-être là. Le placement, ça doit être un résidu. Et aujourd'hui, c'est des montants qui sont trop importants pour pouvoir être considérés comme des résidus. Il faut qu'on se concentre vraiment sur l'activité de prêt et que ce soit l'augmentation de l'encours des prêts qui nous permettent vraiment de gagner durablement notre vie et d'asseoir notre stabilité économique. Pas besoin... Si j'avais bien compris que je ne verrais jamais de cravate à la nef, j'avais aussi compris un paradoxe. Trop d'épargne risquait de mettre en danger la structure s'il n'y avait pas assez de crédit pour la rémunérer. Quand dans les banques classiques on restreignait l'accès au crédit, ici il fallait à tout prix en faire plus. « 419 000, le compte de provision global. Et le produit, enfin le produit, la charge. En attendant, Étienne devait rendre des comptes et un bilan annuel à la Banque de France. J'avais compris que l'équilibre était tout juste atteint. 68, non? Mais là, on ne va pas en avoir sur l'exercice. Comme on est en stock, on crée une variation sur la période qui est négative. Au-delà, j'avais peut-être un peu surestimé mes progrès en matière économique.
Alors, je suis partie prendre l'air avec Béatrice, la banquière itinérante. Alors attends, barré sur mes houches, c'est vers où? Table d'orientation, montagne de Chabre, c'est pas là. Elle faisait sa tournée au fin fond des vallées reculées des Hautes-Alpes. Oui, c'est Béatrice de la Nef. Je suis au grand rond-point à Veynes. Quand on arrive, voilà, et d'un côté c'est marqué centre-ville, l'autre côté j'ai marqué Gap, la Roche des Arnaud. Donc la volonté d'accueillir des spectacles qui peuvent ouvrir au débat, à la rencontre, voilà. Mais une des choses importantes aussi dans la programmation, c'est qu'on paye les artistes, c'est-à-dire que les artistes ne jouent pas à la recette. La situation, c'est qu'on a dépassé 10 000 € les frais sur l'investissement du Café du Peuple, donc c'est presque dommage qu'on se rende compte maintenant, pour dire les choses très concrètement. C'est ce qu'on avait dit, voilà. vous m'aviez dit au téléphone, voilà. l'erreur de début, c'est que vous avez passé tout l'argent qui vous restait en réserve. Voilà, dans cet autofinancement. Voilà. La caisse d'épargne, elle vous suit encore un peu ou pas du tout? Elle a rejeté la commence à être tendu. Il y a eu un changement dans la structure de la caisse d'épargne. Jusqu'à maintenant, il y avait un directeur de service qui était sur les PME, PMI et un directeur de service qui était sur les associations. Ils ont regroupé. Et donc maintenant, on se trouve avec un chef de service qui résonne donc en PME, PMI. Pour le coup, il va falloir bétonner au niveau de la caisse d'épargne parce que si vous êtes fiché Banque de France, etc., dans les délais qui vont arriver, mais c'est pas la nef, c'est on a interdiction d'intervenir. On ne va pas pouvoir vous mettre un emprunt en place s'il y a un interdit bancaire. Donc essayez de stabiliser les relations pour pas qu'elles se détériorent trop vite. Si vous avez une cotation Banque de France qui flambe, s'il y a des trucs comme ça, personne ne pourra intervenir à ce moment-là. Après, on est bloqué. Ce qui est presque absurde. Mais ce qui est complètement délirant, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que ça... Non, c'est pour ça qu'on est vigilant, on est en ce moment, on est là-dessus tous les jours. Question technique, juridique, il y a une prise de garantie sur cet immeuble ou pas? Il y a déjà une hypothèque qui a été prise ou pas? Non, pas encore. Vous me faites plaisir. Non, parce qu'il faut que j'ai des trucs à vendre, vous voyez. J'ai fait toute ma carrière en banque. Enfin, j'étais chef de produits financiers, donc je travaillais sur la création de produits d'épargne et produits d'assurance. Et ces produits-là, ils sont faits pour une seule et unique raison, c'est faire gagner de l'argent de manière apparente, défiscaliser pour ceux qui ont déjà beaucoup d'argent et gagner et que les réseaux bancaires gagnent eux-mêmes beaucoup d'argent. J'avais une culture financière suffisante pour m'apercevoir que les investissements qui étaient réalisés à travers les produits qu'on vendait étaient lourds d'impact au niveau d'un déséquilibre vers plus de richesse pour les uns et pas de richesse pour beaucoup, vers une détérioration de notre planète et de notre écosystème, vers des investissements qui n'étaient pas sains, pas responsables, ni écologiquement, ni socialement. Et du coup, j'avais cette prise de conscience de me dire, mais tu es en train de créer des produits et de vendre des produits qui sont complètement tout ce contre quoi tu te bats dans ton quotidien après. Dans ton militantisme. Donc il y avait vraiment une question presque de schizophrénie. C'était pas possible, quoi. Donc c'était urgent de remettre tout ça au diapason. Ce que j'ai fait en démissionnant et en intégrant la nef. Alors on y est au Trabuèche. Et là, je ne sais pas où c'est. Le Trabuèche. Légumes, point de vente. Ça doit être là. Oh, vous avez des belles onagres encore. Ouais, c'est super souple. C'est du sable. Ah ouais, elle est vraiment sableuse. Bon, est-ce que la nef peut vous aider à quelque chose? Est-ce que tout se passe bien pour au niveau du remboursement, tout ça? Aline, c'est Béatrice à l'appareil. Dis-moi, je redescends de ma tournée dans le Buèche et j'aurais voulu faire le point avec toi, avec notamment une question un petit peu urgente sur une demande de financement, consolidation de trésorerie et avance sur investissement qui me paraît... Je sais pas quoi en penser. Donc si tu peux me repasser un coup de fil, ça serait vraiment super. Le projet, donc
là, il est un petit peu différent puisqu'il s'agit de racheter cette auberge. Qu'on connaît bien. Voilà. C'est le seul lieu de vie d'un village, enfin je veux dire c'est un seul lieu de rencontre, de vie, etc. Ouais, ça, ouais. On est dans une redynamisation rurale, ou en tout cas le maintien d'une dynamique rurale qui pourrait être largement mise à mal s'il n'y avait plus rien. Je veux dire, enfin moi ça j'y crois vraiment, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Donc on rentre dans notre champ social, c'est-à-dire on rentre dans le cadre d'intervention humaine. Donc à ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas un intrus. C'est vous que j'ai eu au téléphone? En plus, il est membre de la Béatrice, SCI enchantée. actuelle. Donc on est d'accord sur une enveloppe globale. Ouais, 310, 320, voilà. Oui, avec les frais, voilà. Un peu plus même. 330 KE, moi je mets. Oui, c'est ça, c'est pas mal. Tranquille. 330 KE. Sur les 330 KE, vous auriez besoin d'un prêt de combien? Et voilà, c'est là où il y a toute la difficulté. Alors, c'est-à-dire si la maison est vendue... Oui, parce qu'en fait, tout dépend de la vente de votre maison. Oui, c'est un peu lié. Qu'est-ce que vous avez fait avant de réaliser votre Voilà, rêve? c'est là où ça va être un peu plus drôle. Alors, j'étais ingénieur en informatique. Et voilà, la dernière fusion d'entreprise, ils se débarrassaient des plus âgés. J'avais 49 ans, ils m'ont viré comme un malpropre. Voilà. Et après, je n'ai plus envie de travailler pour ces boîtes-là. Avec la banquière, on est resté dormir à l'auberge, chez Monique, qui aimerait vendre et prendre sa retraite. Tu me montres un petit peu le chemin pour repartir sur la relation des mouches? Je sais qu'on a des sociétaires là à manger. J'ai vu sur mon Twitch. Ça doit être les ponces, non? Je sais pas. Bon, ça peut être que Faut que ça. je regarde manger. Je me disais qu'un GPS nous aurait été bien utile pour rentrer à Lyon. Mais avec Béatrice, je commençais à comprendre que le temps, ça n'est pas forcément de l'argent. C'est bien indiqué où il faut que je fasse des... C'est la route de Ribier. Non, Ribier, il faut que je note ça par contre. Béatrice est revenue transmettre les dossiers à Aline. Ils allaient passer à l'examen des chiffres et des bilans. Pour le Café du Peuple, il n'allait pas pouvoir intervenir. Et pour l'auberge, pas de miracle non plus, il ne financerait pas le projet tant que la maison de l'ingénieur ne serait pas vendue. Il est sûrement en rouge dans ton tableau, Ah oui, mais il est en rouge. train de sortir. Celui-là Donc, est rouge, l'autre, c'est en rouge. ouais. Le lundi matin, à la réunion des chargés de crédit, il n'y a pas que des dossiers faciles et des emprunteurs solvables. Il y a aussi des dossiers refusés et des emprunteurs en difficulté. Donc Valérie était un peu embêtée, machin et tout. Elle m'a renvoyé le dossier. C'est quoi je lui ai dit, ben moi je rouvre pas un dossier que sous titre refusé en fait. Pas que non. Puis on avait validé ensemble le refus et tout. Enfin, c'est pas. Vraiment, il n'est pas finançable, quoi. Et d'ailleurs, toutes les autres banques sont d'accord pour dire qu'il n'est pas finançable. Donc, C'est ça qui est rude, c'est que du coup il s'en prend à nous quoi. Il s'est fait refuser par toutes les banques de la galaxie, mais c'est nous qui mangeons. Le dernier espoir. ouais, mais nous, on est éthique et Mais du coup, solidaire. qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Donc on aurait dû le faire. Non, mais je pense que c'est plus sur effectivement, entre l'époque où vous faisiez des dossiers et maintenant, ben, on a eu de la casse, on a appris de nos expériences et il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus. Quoi. Genre mettre 300 000 € sur un dossier agricole, on fait plus. Alors, sur mes dossiers, actuellement, donc j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai fait la demande à Étienne pour savoir est-ce qu'on lui fait une déchéance du terme, on lui demande de tout rembourser tout de suite. C'est dommage parce que c'est un bon projet. C'est juste qu'ils n'ont pas... Enfin, ils n'ont pas su passer au bout de la 3e année d'un stade artisanal à industriel. Ils auraient pu... Moi, je leur ai dit, ok, vous avez un petit retard, là c'est 1 000 €, vous pouvez le gérer, et nous, on vous refait un prêt derrière, on repart sur un truc industriel. Il n'y a pas eu de suite, donc ouais, c'est-à-dire qu'ils sont bien dans l'aspect petit commerçant, artisanal, et pas dans un truc énorme, sauf qu'ils ont visé des marchés qui sont de taille industrielle. Quand ils vont voir toutes les Biocoop ou Satori, bah, les mecs ils leur disent ok, nous on vous prend vos jus de fruits, il nous faut 250 000 bouteilles à l'an. Eux ils font ah bah oui, mais on en fait 50 000, ils font bah super, dommage. Du coup je vais racheter leur société et je vais tout relancer. Et je fais un prêt de la nef. Faire des retraits en espèces, c'est très compliqué, à la fois pour la banque et à la fois pour vous. Donc finalement, le point de vue du crédit coopératif sur ça se défend. On n'est pas juridiquement parlant une banque de plein exercice.
On ne pourra pas vous proposer, nous, directement, de compte chèque ou de livret. Tout ce qui est argent immédiatement disponible, dépôt à vue, on va dire, ça, on ne le propose pas. Alors, vous pourrez l'avoir, mais pas directement chez nous. Vous pourrez l'avoir avec le Crédit Coopératif, qui est notre partenaire sur ces services, on va dire, strictement bancaires. Ouais, parce que moi,